C'est en 1990, en reprenant le titre du colloque, Un monde sans pilote. En 1990, après l'effondrement de l'URSS et du communisme, il y a un pilote dans l'avion. Il y en a même un seul. Ce sont les États-Unis. Et les États-Unis pensent qu'ils peuvent reprendre alors le projet qui est au cœur de leur modèle, qui est un projet mondialiste. Ce projet mondialiste, il s'est exprimé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été mis en sommeil, en fait, par le rideau de fer, et ensuite par l'émergence de cette construction européenne gaulliste, c'est-à-dire une Europe indépendante des deux blocs, non atlantiste, et jusqu'à la fin des années 80, c'est cette idée qu'il y a plusieurs pilotes, il y a un monde multipolaire. 90, effondrement de l'URSS, les États-Unis reprennent la main et développent un concept. À l'époque, on parle déjà de global. La mondialisation, ce n'est plus la mondialisation, c'est la globalisation. Et cette globalisation, elle se fait autour d'un certain nombre de critères. Free market, c'est-à-dire économie de marché, libre circulation des capitaux, libre-échange, selon les théories d'Adam Smith. C'est un capitalisme démocratique, avec le modèle anglo-saxon, occidental. Primauté de l'individu sur le collectif, par référence évidemment au communisme, et les États doivent s'effacer progressivement par rapport aux acteurs économiques et par rapport évidemment à l'État dominant qui étaient les États-Unis. Il va y avoir quelques grains de sable. Et ces grains de sable, ils vont intervenir à trois niveaux. Le premier, c'est la Chine. Les États-Unis avaient beaucoup misé sur la Chine et espéraient que la Chine, qui était déjà l'Eldorado pour leurs multinationales, où elles y faisaient fabriquer à des prix qui défiaient toute concurrence la plupart de leurs marchandises, qu'on exportait vers une demande solvable au Japon, aux États-Unis et en Europe. Et les multinationales américaines espéraient bien avoir ensuite accès au marché intérieur chinois. Mais progressivement, les Américains et le monde va se rendre compte que les Chinois ont une autre ambition. C'est celle de reprendre la place qui était la leur au XVIIIe siècle, c'est-à-dire première économie mondiale, avec 35% du PIB à l'époque, je vous le rappelle. Donc, les Chinois développent leur stratégie, et ça devient visible juste après leur entrée dans l'OMC, qui, je vous le rappelle, est intervenue quelques jours seulement après le 11 septembre, c'était passé inaperçu. Ils sont rentrés dans l'OMC poussés à la demande des multinationales américaines, et une fois dans l'OMC, évidemment, ils ont eu de gros avantages. Donc, dans les années 2000, deuxième émergence, Al-Qaïda. Les Américains se rendent compte qu'ils ont nourri en leur sein une vipère, si on peut dire, puisque c'est eux qui sont à l'origine d'Al-Qaïda en Afghanistan, où ils ont armé les talibans contre les soviétiques. Et puis, il y a un troisième pays qui ne va pas jouer tout à fait le jeu, c'est la Russie. La Russie de Poutine. Dans les stratégies de développement des multinationales et de Washington, la Russie avait un rôle bien particulier. C'était celui de fournisseur de matières premières pour les grandes compagnies occidentales. Alors je ne reviendrai pas sur l'affaire Berezovsky, Nikolai-Korsky, mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait effectivement l'idée, à un moment donné, que ces grandes compagnies russes, Rosneft et Yukos notamment, basculaient dans les mains des groupes anglo-saxons. Donc Vladimir Poutine va enrayer ce mouvement. D'où le début des hostilités et de l'agacement aux États-Unis. 2008, avec la crise, arrive, et Obama est élu. Et Obama est démocrate, bien sûr, et chez les démocrates, en 2004, il y a eu l'émergence d'un nouveau concept, qui est le concept du smart power. Jusqu'alors, la politique américaine était souvent du hard power, c'est-à-dire qu'on persuadait les gens par les armes, au besoin, et on imposait le modèle démocratique, éventuellement, par les armes. Avec le smart power, c'est autre chose. On impose le modèle démocratique qui est forcément le meilleur par toute une série de mesures économiques, culturelles, idéologiques, financières, sociétales, etc.
L'objectif étant finalement d'aboutir à un monde toujours globalisé, au libre-échange, toujours cher à Adam Smith, et effectivement à un ensemble de pays qui adoptent the rule of law, les mêmes règles, juridiques notamment, que les Américains. Et c'est là où tout naturellement, vous allez avoir une sorte de collusion de fait entre les multinationales et le pouvoir politique américain. Et au même moment, d'ailleurs, on a déplafonné les dépenses pour les campagnes électorales. La Cour suprême a déplafonné. Et donc, évidemment, les grands lobbies, à commencer par l'American Chamber of Commerce, mettent beaucoup d'argent dans les élections américaines. Et les parlementaires américains, sans parler du président, ont besoin de ces donations. Donc, il y a une étroite symbiose qui s'opère. Et tout ceci va déboucher, à partir de 2009, sur une vraie stratégie américaine. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours un pilote dans l'avion et que les Américains veulent bien essayer de rester ce pilote. Sauf qu'ils sont obligés de faire face, effectivement, à l'émergence d'autres pays qui non seulement veulent être copilotes, mais dans le cas de la Chine, aimeraient bien être aussi le commandant de bord. Comment les Américains s'y prennent-ils? Mais ils s'y prennent par quelque chose de très simple, ce sont les traités de libre-échange. Et vous avez vu se développer à partir de 2009 le TPP, Trans-Pacific Partnership, traité de libre-échange, qui réunit 12 pays aujourd'hui de la bordure du Pacifique. Donc il y a le Canada, le Mexique, le Pérou, mais il y a évidemment, ils ont réussi à récupérer le Japon à l'occasion, bon, j'ai raconté ça dans mon dernier livre, dans les différents articles, comment ils ont fait basculer le Japon dans leur giron en 2011, 2012, avec Abe, et ensuite de faire cette zone de libre-échange face à la Chine, clairement. Les Américains ne se sont jamais cachés que le TPP est directement opposé à la Chine, frontalement avec la Chine. La Chine, de son côté, développant sa propre zone de libre-échange et ayant ses propres stratégies de partenariat économique avec la Russie, mais aussi avec les pays de la région. À cette différence près que la Chine, elle, ne propose pas des accords globaux. C'est-à-dire que ce sont des accords de libre-échange commerciaux, l'abaissement des droits de douane essentiellement. Alors que le TPP et maintenant le TTIP, le transatlantique, le traité transatlantique qui est son pendant, vont bien au-delà. C'est la mise à plat de l'ensemble des règles du commerce international, mais aussi des droits de propriété, de la normalisation et de la justice. Donc ces deux traités donnent le pouvoir en fait aux multinationales. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis et la partie occidentale estiment évidemment que notre modèle démocratique est de loin supérieur à tous les autres, n'ont pas tort, mais ils se disent que pour imposer ce modèle démocratique, eh bien finalement, on risque de donner le pouvoir aux multinationales et de basculer dans un univers post-démocratique et, j'ajouterais, anational. C'est-à-dire que c'est la disparition des États en tant que tels. Les États abandonnent leur souveraineté et je terminerai en insistant sur un aspect de ces traités. Il y a l'aspect des barrières douanières, mais il n'y en a déjà pratiquement plus, donc ça ne joue pas. Il y a l'aspect des normes, la normalisation, avec une demande des multinationales américaines, mais aussi allemandes, voire françaises, d'avoir des normes et des règlements égalisés, en quelque sorte, et simplifiés. Alors là aussi, ils n'ont pas totalement tort. Il y a parfois beaucoup trop de règlements, notamment chez nous. Mais en même temps, le risque, bien évidemment, c'est qu'on aligne ces normes vers le bas. C'est-à-dire qu'on tire tout le monde vers le bas au lieu de tirer tout le monde vers le haut. Je vais faire une analogie avec l'école, sujet qui est d'actualité. Hein, vous avez tous compris que quand vous, dans une classe, vous avez 2-3 élèves qui ne sont pas au niveau, eh bien, le reste de la classe et le professeur tirent ces élèves vers le haut. Mais si vous avez la moitié des élèves qui ne sont pas au niveau, eh bien, c'est l'ensemble qui est tiré vers le bas. Et les multinationales, c'est vrai, veulent moins de normes. Alors, on a parlé des poulets aux hormones pour les Américains, etc., mais les Européens aussi, les multinationales européennes, tireraient leur avantage d'un traité transatlantique, notamment les groupes allemands qui se sont localisés aux États-Unis, les groupes automobiles, pour produire aux États-Unis en zone dollar, avec des coûts inférieurs à ceux qu'ils sont en Europe, et pour avoir les mêmes normes pour tous les marchés
en Europe et dans le Pacifique, et ainsi avoir des produits normalisés avec une valeur ajoutée et des profits qui augmentent évidemment. Puisque le but des multinationales, c'est quand même d'avoir des profits et, si possible, de payer le minimum d'impôts. Donc, troisième élément, qui à mon avis est le plus important et le plus grave. Alors, on commence à en parler en Europe. Les Allemands ont été assez réceptifs à ça et ont réagi. C'est l'histoire des tribunaux d'arbitrage. Les Américains veulent imposer les arbitrages privés pour les conflits entre les entreprises et les États, pour protéger les investissements à l'étranger de ces entreprises. Là aussi, effectivement, il faut faire quelque chose. Un État ne peut pas faire n'importe quoi avec une entreprise qui investit sur son sol. Sauf que si vous donnez le pouvoir absolu à des tribunaux d'arbitrage choisis, en fait, il y a généralement 3 arbitres, un choisi par une partie, l'autre par l'autre partie, et un qui est choisi de commun accord. Mais on sait comment ça se passe. Tout ce petit monde vit dans le même milieu, et généralement, les arbitrages restent très favorables à la puissance dominante, c'est-à-dire à la multinationale. Aujourd'hui, il existe déjà de telles procédures dans le sillage de la Banque mondiale et du traité NAFTA aux États-Unis. Au Canada, vous avez 170 litiges, vous avez 300 litiges au moins, et qui ont coûté, je crois, 170 milliards de dollars canadiens aux différentes collectivités canadiennes. Vous avez Eli Lilly notamment qui poursuit Ottawa parce que deux cours de justice ont retoqué 2 de ses médicaments. Donc vous donnez un pouvoir exorbitant aux multinationales, les États abandonnent leur souveraineté, et finalement vous arrivez à un monde, effectivement, où vous avez les multinationales qui gèrent finalement l'homo economicus. Ah oui, j'ai oublié de parler des données, bien évidemment. Pour le web, les champions du web, l'essentiel, la matière première, ce sont les données. Et là aussi, la bataille est féroce pour pouvoir capter les données, sans les rémunérer évidemment, et sans avoir de compte à rendre. Donc, on est engagé dans des processus où les Américains poussent leurs multinationales. Je soupçonne Obama d'avoir dealé avec elles en échange du rapatriement de certaines activités et d'un peu de matière fiscale aux États-Unis. Il les appuie à fond dans ces négociations internationales qu'il voudrait bien conclure pour le Pacifique avant la fin de son mandat. Avec le transatlantique, ça sera peut-être un peu plus difficile, mais je pense que rien n'est joué parce que les forces en Europe qui veulent s'aligner sur un ensemble de ce que l'éditorialiste Thomas Friedman du New York Times a appelé « The World of Order ». Oui, il s'agit de construire le monde de l'ordre sur les normes anglo-saxonnes, c'est écrit noir sur blanc, face au World of Disorder, le World of Disorder étant la Chine, la Russie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc nous avons le choix dans cet univers manichéen entre le bien ou le mal, et entre the World of Order et the World of Disorder. Merci.